Bienvenue dans cette session consacrée à l'Indo-Pacifique, où on va faire beaucoup de géopolitique ce soir lors de cette session, mais aussi de l'économie. L'Indo-Pacifique, artisan de l'équilibre mondial. C'est une session que je suis ravie d'animer avec Marie-Françoise Renard, qui est donc membre du Cercle des économistes et qui va introduire cette session. On va tenter de définir ce qu'est finalement l'Indo-Pacifique, cette vaste zone économique qui est appelée ainsi en raison de géostratégie en fait, une zone où la rivalité est croissante entre les États-Unis et la Chine, et on va se poser la question justement dans quelle mesure l'Indo-Pacifique peut être un artisan de l'équilibre mondial. Alors pour en parler, je vais vous présenter notre panel. Françoise Nicolas est avec nous. Bonsoir Françoise Nicolas, elle est conseillère principale Centre-Asie à l'IFRI. Nous avons avec nous le vice-ministre de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie de Malaisie, Ching Tong Lieu. Merci d'être avec nous. Ceux qui ne parlent pas anglais, n'hésitez pas à prendre des écouteurs parce qu'il y a une traduction en simultané. Arnaud Vessier est avec nous. Vous êtes cofondateur et directeur général de International SOS. Et puis Denis Barrier est avec nous, fondateur et associé de Cathay Capital. On va démarrer cette session avec Marie-Françoise Renard, membre du Cercle des économistes, qui va justement lancer un peu l'enjeu de cette discussion. Merci beaucoup. Donc, pour parler de l'Indo-Pacifique, d'abord, qu'est-ce que c'est l'Indo-Pacifique? C'est un objet un peu difficile à définir. En tout cas, c'est un objet récent. C'est un espace supranational dont le concept a été créé pour des raisons géopolitiques, justement dans le but d'équilibrer les pouvoirs, mais aussi, il faut bien le reconnaître, dans le but de limiter le pouvoir de la Chine. Alors, d'un point de vue géographique, même si c'est un peu discuté Russie par Russie, c'est une zone qui s'étend des côtes est de l'Afrique aux côtes ouest des États-Unis, donc en passant par le Moyen-Orient, l'Inde, la Chine, etc. Alors, du point de vue économique, c'est une zone de commerce intense, notamment de produits stratégiques comme le pétrole. C'est une zone de grande richesse halieutique. Et ceci expliquant sans doute cela, c'est aussi une zone de conflits potentiels, de conflits militaires potentiels nombreux, et dont la très grande partie maritime est un enjeu sécuritaire et environnemental. Alors, l'accroissement de la puissance économique et peut-être surtout militaire de la Chine a conduit les grandes puissances à définir une stratégie indo-pacifique, alors que jusque-là, on parlait plutôt d'Asie-Pacifique. Alors la stratégie de l'Europe, elle est plutôt moins conflictuelle que les États-Unis, puisque l'Europe, elle veut bien sûr, mais dans ce cas-là, comme les États-Unis, renforcer sa puissance, mais elle défend un ordre international fondé sur le respect du droit, notamment en matière de navigation, fondé sur la coopération, les principes de coopération, sur des sujets comme la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, dont les effets sont particulièrement dommageables dans cette région. Et donc, de la sécurité de la mer et de ses océans dépendent d'abord le maintien des flux commerciaux et de l'activité portuaire, très très importante dans la région, de la garantie des approvisionnements, notamment en ressources naturelles, qui sont nécessaires aux économies. Et donc, la liberté de navigation est indispensable, d'où les efforts menés en matière de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre la piraterie. Alors, certains points de cette région sont des points particulièrement sensibles et de tension dans lesquels il pourrait y avoir une interruption ou une modification des routes de la soie. Par exemple, s'il y a un conflit entre la Chine et Taïwan, ça rend le détroit de Taïwan impraticable, alors que c'est une route commerciale cruciale. Il y a la moitié des porte-conteneurs qui passent là, et on fait passer le commerce de pétrole, de semi-conducteurs, etc. De même, la découverte, autre point, les îles difficiles, la découverte de gaz, de pétrole, etc., explique que la Chine se soit appropriée les îles Spratly et Paracel, avec donc des incidents récurrents avec les Philippines et des demandes territoriales de la part des pays voisins, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, etc. Donc théoriquement, il faudrait compter sur la négociation et sur la diplomatie pour surmonter ces différends.
Alors, on sait que l'Indo-Pacifique, si on exclut la Russie, comprend 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il n'y a aucune instance de gouvernance qui permettrait de garantir une liberté de circulation, qui permettrait de définir des règles de sécurité qui seraient reconnues par tous les pays de la zone. Et l'intérêt pour cette zone résulte de la désorganisation du système mondial international tel qu'il avait été défini à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la fin de ce système qui explique la montée en puissance, si l'on peut dire, peut-être pas concrètement, mais en tout cas dans les craintes et dans les désirs sécuritaires. Alors bien sûr, il y a le plus grand traité de libre-échange du monde, le RCEP, qui regroupe des pays de la zone et des pays hors zone, mais la seule chose qui pourrait inciter à l'optimisme, c'est la constitution d'institutions, un nouvel ordre institutionnel qui résulterait de la construction de cadrages, de nouvelles règles qui incluraient notamment la protection des biens communs. Et c'est cette organisation institutionnelle qui pourrait espérer remplacer un ordre international qui a disparu et qu'il faudrait bien reconstruire. Si on est optimiste, hein, bien sûr. Françoise Nicolas, pour rebondir justement sur ce que vient de dire Marie-Françoise, finalement on parlait d'Asie-Pacifique, ce qu'elle vient de dire, et aujourd'hui on est passé à l'Indo-Pacifique. Est-ce que c'est pour des raisons de géostratégie, justement, géopolitique? Est-ce qu'on est passé d'une zone de libre-échange à des pays qui veulent définir leur stratégie d'un point de vue géopolitique? Non, effectivement, on a changé la terminologie parce qu'on ne parle pas de la même chose. Jusqu'à présent, on parlait d'Asie-Pacifique, et l'Asie-Pacifique, c'était en gros l'Asie orientale. Donc cette Asie-Pacifique, c'est une zone qui rassemble les 3 grands pays d'Asie du Nord-Est, hein, la Chine, la Corée, les Chines d'ailleurs par parenthèse. C'est pas très politiquement correct, mais c'est comme ça qu'il faut... Les Chines, c'est-à-dire la Chine et Taïwan? La Chine et Taïwan, oui, c'est ça. Bon, le Japon, la Corée et l'Asie du Sud-Est. Il y a 2 Corées aussi. Hein. Oui, mais la Corée du Nord, là, on l'oublie. Je suis désolée pour elle, mais non, elle ne fait pas partie du jeu. Donc voilà, l'Asie-Pacifique, c'était ce groupe-là auquel on pouvait éventuellement ajouter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et cette zone-là était économiquement très intégrée, de fait, c'est-à-dire que les réseaux régionaux de production s'organisaient à cette échelle-là. Et de manière très intéressante, comme l'a rappelé Marie-Françoise à l'instant, cette région vient de s'institutionnaliser en quelque sorte. Parce qu'avec le grand partenariat économique régional, le RCEP, ces 15 pays font désormais partie d'un vaste accord de libre-échange qui est donc d'ailleurs... 15 pays, pardonnez-moi, Donc les 10 de l'ASEAN, les 3 d'Asie du Nord-Est, Chine, Japon, Corée, plus Australie et Nouvelle-Zélande. Donc c'est bien une alliance qui inclut la Chine. Oui. Le RCEP, ça, c'est l'Asie-Pacifique. Pour moi, c'est une zone qui, économiquement, a vraiment un sens, qui est structurée dans les faits, et qui venait de maintenant se structurer de manière institutionnelle avec cet accord, qui est d'ailleurs plus qu'un accord de libre-échange, parce qu'il y a pas mal de dispositions dans ce partenariat qui portent sur les investissements, qui portent sur le commerce des services, qui portent sur les petites et moyennes entreprises. Enfin, il y a pas mal d'autres chapitres au-delà du simple libre-échange. Donc cette zone, elle existe vraiment. L'Indo-Pacifique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou. Moi, je dirais que c'est un objet géopolitique non identifié, en gros, un OGNI, si on peut dire ça comme ça. Et là, selon le pays qui définit la zone, on a la Chine qui en fait partie ou pas, on a toute la zone de l'océan Indien jusqu'à la côte est de l'Afrique ou pas. Si vous êtes un Américain, pour vous, l'Indo-Pacifique, c'est en gros, comme on dit traditionnellement, from Hollywood to Bollywood. Donc ça s'arrête en gros à l'Inde. Si vous êtes japonais, là, vous mettez vraiment l'accent sur l'articulation entre les 2 océans. Donc l'Indo-Pacifique, comme le nom d'ailleurs l'indique à mon avis, souligne le fait que ces 2 espaces maritimes sont en réalité connectés. Et comme l'a dit Marie-Françoise, c'est par ce vaste espace que transite l'essentiel du commerce mondial aujourd'hui. 40% du PIB mondial. Voilà. Donc l'Indo-Pacifique, dans cette version japonaise, là aussi, il a un sens économique. Mais c'est juste une zone au sein de laquelle transite ce commerce. Mais il n'y a absolument pas de structuration institutionnelle.
Donc, tout dépend de la manière dont vous envisagez ces lieux. Et dernier point qui me paraît intéressant, c'est que les États-Unis ont fait un retour dans cette zone parce qu'ils s'en étaient un peu éloignés, en tout cas sur le plan économique. Ils étaient très présents sur le plan de la sécurité, notamment avec l'AUKUS, par exemple, le fameux accord de sécurité avec l'Australie qui nous a fait couler pas mal d'encre ici en France pour les raisons que l'on sait. Le coup de Trafalgar. Voilà, le coup de Trafalgar. Bon, les États-Unis étaient très présents sur le plan sécuritaire, mais pas du tout sur le plan économique. Donc ils ont fait un retour en lançant un cadre économique de l'Indo-Pacifique, IPEF, ça s'appelle en reprenant l'acronyme anglais. Et dans ce cadre économique de l'Indo-Pacifique, il n'y a surtout pas la Chine. On a les États-Unis, on a les 7 principales économies de l'ASEAN, on a les Fidji, de manière assez surprenante, on a Australie, Nouvelle-Zélande, on a le Japon, on a la Corée, et c'est tout, mais surtout pas la Chine. Donc l'Indo-Pacifique, c'est extrêmement étrange. À mon avis, c'est une réalité économique pour les raisons expliquées par Marie-Françoise avec l'importance du trafic commercial. C'est vrai, ça a une véritable réalité, mais sur le plan géopolitique, tout dépend de quelle est la perspective que l'on prend. Alors justement, on va demander au vice-ministre de l'investissement de Malaisie, parce que la Malaisie, c'est un grand pays qui est vraiment au cœur de cette zone, Monsieur Ching Tong Liu, et qui a toujours essayé d'avoir une forme d'indépendance entre la Chine et les États-Unis, malgré cette proximité avec la Chine. Comment vous définissez l'Indo-Pacifique? Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici et je m'excuse de ne pas vous parler en français. C'est pas grave. L'idée de l'Asie a une histoire extrêmement longue. L'idée de l'Asie a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est pas seulement une idée géographique, mais également une idée adoptée par les Asiatiques eux-mêmes, qui n'est pas quelque chose de l'occidental. Vous avez le Japon qui adopte l'idée de l'Asie, vous avez l'Inde, Chine, les Philippines. Beaucoup de ces pays, pendant la lutte contre les anticolonialistes, ont adopté l'idée de l'Asie. Donc c'est une idée qui était adoptée il y a un siècle pendant plusieurs pays. Mais l'idée de l'Asie-Pacifique est arrivée dans les années 80 et 90 avec une vision très optimiste du monde en ce qui concerne les échanges et la relation avec la Chine. Et ainsi, dans les années 90, on a créé cette idée d'une économie de l'Asie-Pacifique et d'un pacte de coopération économique. Donc c'était une ère assez optimiste de l'idée des échanges commerciaux avec la Chine. Maintenant, nous sommes dans une époque qui est beaucoup moins optimiste et nous avons cette idée de l'Indo-Pacifique. L'idée de l'Indo-Pacifique, dans une grande mesure, est tout d'abord poussée par les États-Unis, puisqu'ils veulent toujours contrôler ce domaine de l'Indo-Pacifique avec des objectifs militaires et avec la Chine comme étant le cible. Deuxièmement, cela concerne également beaucoup le Japon et l'Inde pour pouvoir ramener l'Inde et l'inclure dans les questions les plus importantes et les plus... Et comme vous savez, par conséquent, le Quad a été formé pour pouvoir inclure l'Inde, donc les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. 4 pays. Les 4 pays, le Quad, pour pouvoir donner une réalité à cette idée de l'Indo-Pacifique. Mais l'Inde, dans plusieurs aspects, est un acteur multipolaire et qui sont assez proches de Poutine. Et en fait, la moitié des actifs indiens viennent de Russie. L'Inde est tout à fait du côté des États-Unis lorsqu'il s'agit de la Chine. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autres questions politiques, l'Inde n'est pas à 100% avec les États-Unis. Donc, c'est un pays non aligné. Donc, So there is a strong... Donc, il y a un sens très fort de non-alignement en Asie du Sud-Est, en Inde, ou un multi-alignement même. Soit vous êtes non-aligné ou vous êtes multi-aligné. Le mouvement de non-alignement a commencé
a commencé en 1955 à Bandung, en Indonésie. Et cela fait partie de la politique étrangère de Malaisie et partie de la politique étrangère de plusieurs pays asiatiques, puisque pour pouvoir empêcher le monde de bifurquer, il est important que nous ayons le plus possible d'intermédiaires. Et dans ce contexte, je pense que la France et l'Union européenne ont un rôle extrêmement important à jouer. Merci beaucoup. Justement, avec International SOS, vous êtes spécialiste, on va le dire, des secteurs de santé, des secteurs de sécurité. Vous travaillez beaucoup en Chine, mais aussi à Singapour. Comment vous la définissez, cette zone? C'est une sorte de terre d'opportunité, on peut dire ça comme ça aussi? La zone Indo-Pacifique, c'est la zone du futur en matière, enfin du présent d'ailleurs, mais surtout du futur en matière économique, puisque c'est là où il y a les plus grands taux de croissance. C'est toujours le cas, donc. L'Asie du Sud-Est est en pleine croissance, l'Asie du Nord-Est aussi, le Vietnam est en croissance très très forte, et évidemment l'Inde, comme on le sait tous, a un taux de croissance maintenant tout à fait remarquable. Quant à la Chine, la croissance est ralentie, mais enfin il y a encore quand même une croissance tout à fait décente et un rattrapage pour la Chine qui n'est encore qu'un tiers du revenu de Taïwan. Donc la Chine a une capacité de rattrapage malgré les problèmes géopolitiques. Bon, pour nous, International SOS, notre métier, c'est d'accompagner les salariés d'entreprise et les employés gouvernementaux à travers le monde en matière de santé et de sécurité. C'est le domaine où nous sommes le leader mondial. Et notre particularité, c'est qu'on est né à Singapour. Donc le groupe a été créé à Singapour, j'y ai vécu 14 ans. Mes enfants sont nés à Singapour, donc j'ai vécu l'Asie du Sud-Est. Et cette progression, pour nous, on est passé de l'Australie jusqu'à la Chine. On est dans 24 pays en Asie. Et évidemment, maintenant, l'Inde, qui est devenu un pays absolument clé. Avec la particularité de Singapour. Alors, avec la particularité de Singapour qui est le bridge entre les États-Unis et la Chine, parce que le fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, qui est le De Gaulle singapourien, Lee Kuan Yew a tout de suite a été le premier à voir que la Chine allait devenir la grande puissance du futur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les 74% de la population qui sont chinois à Singapour, pour rentrer à l'université, ont l'obligation de parler mandarin. C'est quand même, alors qu'au début, Singapour s'est développé en anglais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a une mainmise chinoise plus grande? Ça veut dire qu'il y a un équilibre, c'est un pays ethniquement chinois, avec un équilibre avec les États-Unis, puisqu'ils sont alignés économiquement avec les États-Unis. Et une alliance militaire avec les États-Unis qui est très forte, et en même temps une alliance économique avec la Chine qui est très forte. Et Singapour, pour ça, a besoin de se rapprocher d'autres pays, d'où c'est un moteur de l'ASEAN, dont le ministre est un acteur essentiel, mais aussi un moteur de l'alliance avec la France. Il y a un grand partenariat avec la France parce que Singapour veut être proche de l'Europe et proche de la France. Donc c'est jouer cet équilibre très compliqué qui est essentiel à la survie de Singapour, qui est un pays ouvert au commerce, sans droit de douane, et qui se développe de façon remarquable, mais dans une tension géopolitique absolument exceptionnelle. Denis Barrier, vous investissez dans des start-up. Vous avez votre micro aussi là. Vous investissez dans des start-up, des petites boîtes chinoises à Singapour. Comment, malgré ces tensions géopolitiques, vous continuez à investir? C'est aussi plutôt une zone économique pour vous? Bonjour, oui. Je vais essayer de vous faire partager un peu l'excitation et l'opportunité qu'on a en tant qu'investisseur global et pourquoi l'Indo-Pacifique est vraiment peut-être la plus grande opportunité d'investissement dans les années qui viennent. Comme ça a été dit, je reprends des choses qui ont été dites, c'est la plus grosse, je crois que c'est à peu près 40% de la croissance mondiale. Donc l'Indo-Pacifique, tout le monde cherche de la croissance actuellement. Et c'est l'endroit où il y a 40% de la croissance mondiale. D'ailleurs, il a été dit que les États-Unis commençaient à s'y intéresser au niveau économique parce qu'ils ont aussi vu ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est un endroit, si on prend l'Asie du Sud-Est, où très peu de gens ont accès aux services, à un certain nombre de services de base, comme les services financiers, vous connaissez la carte bleue, etc., la bancarisation, l'assurance.
auxquels on est tous habitués. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire ce qu'ils appellent un leapfrog, c'est-à-dire au lieu de passer par la table bande classique, etc., finalement ils ont un téléphone et peuvent directement avoir accès à une banque digitale, à être assurés directement, etc. Quel pays ? Alors, le pays où ça marche le mieux aujourd'hui, c'est l'Indonésie, parce qu'il y a 270 millions d'habitants, et donc c'est assez aussi dynamique, et donc les services se développent extrêmement bien, et après, ils se développent dans toute la zone, avec Singapour aussi, qui est un hub financier extrêmement rigoureux, qui a des règles vraiment, peut-être les règles les plus solides et les façons de faire au niveau mondial. Donc vous avez ce hub financier, ce pays, ce développement, et ce volume de croissance absolument, absolument énorme. Et peut-être pour finir aussi, on parle beaucoup de développement durable. Et de ce développement, le développement durable, c'est peut-être la zone où c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que peut-être il ne vous a pas échappé qu'en Inde, ils ont des énormes problèmes de pollution. Qu'en Asie du Sud-Est, on est près de l'eau. Et donc, effectivement, si l'eau monte, on a des vrais sujets. Et donc, tout ce développement aussi doit se faire de façon... Et on leur demande beaucoup, parce que c'est les autres, c'est nous qui avons carboné. Et on leur demande de se développer de façon décarbonée. Et donc, ils doivent le faire. Donc, c'est aussi la plus grande zone, finalement, la zone la plus importante au niveau du développement industriel décarboné. Et puis certains pays, comme la Malaisie, je tiens à le signaler, ont fait un travail exceptionnel. Je vois monsieur le ministre des Investissements étrangers. Et donc au niveau des semi-conducteurs, on parle beaucoup de Taïwan, mais sachez qu'une fois qu'on a fait le semi-conducteur, il faut faire le packaging et tout ce qu'il y a autour. Et ça, la Malaisie, par exemple, est le pays qui devient la référence au niveau peut-être mondial pour faire le packaging au niveau des semi-conducteurs. Donc voilà, je voulais juste faire partager l'excitation par rapport à cette région qu'on a. Vous restez enthousiaste. François Nicolas, c'est intéressant tout de même de voir qu'au niveau géopolitique, on parle tout de même de tensions autour de Taïwan, vous avez dit, mais aussi sur ces îles Spratly dont a parlé Marie-Françoise, où la Chine veut s'approprier certaines zones maritimes. Donc il y a une compétition. On sait qu'il y a des tensions aussi avec les Philippines, des tensions assez dures, avec des mouvements militaires. Comment expliquer ces tensions et jusqu'où ça peut aller ? Et finalement, en entendant le panel, on a l'impression que c'est l'économie qui prime, mais quand même dans une zone où les tensions sont de plus en plus croissantes et en raison, en l'occurrence, de la rivalité entre les deux superpuissances, les États-Unis et la Chine. Effectivement, on a une tension, justement, là aussi, entre les perspectives économiques dans cette zone, qui sont effectivement extrêmement brillantes. C'est là que ça se passe, c'est là que l'action a lieu. C'est dans toute cette zone Asie-Pacifique élargie à l'Indo-Pacifique maintenant que l'essentiel de la croissance aura lieu. Donc il est clair qu'économiquement, c'est très prometteur. Géopolitiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais précisément, les deux choses sont liées. La raison pour laquelle il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine dans cette zone, c'est précisément parce que c'est là que l'essentiel de la croissance économique aura lieu. Donc ça intéresse tout le monde. S'il y a des promesses économiques, il y a des convoitises. Et donc, du coup, il y a des tensions entre les États-Unis et la Chine. Jusqu'à présent, c'était un peu les États-Unis qui menaient la danse dans la zone. La Chine a émergé et la Chine maintenant estime que, par exemple, l'ensemble de la mer de Chine lui appartient, mer de Chine méridionale, mer de Chine orientale. Tout ça, ça relève de la souveraineté de la Chine. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et c'est là qu'il y a des tensions. Et ces tensions sont exacerbées dès l'instant qu'il y a des perspectives de croissance très, très, très fortes. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis étaient toujours très présent dans la zone sur le plan sécuritaire, avec le Quad, avec AUKUS, avec tout un tas de formats minilatéraux de sécurité, donc dirigés par les États-Unis, et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester à ce niveau simplement sécuritaire. Du point de vue des pays de la région, et en particulier des pays de l'Asie du Sud-Est, ils regrettaient le départ des États-Unis sur le plan économique, le retrait des États-Unis du partenariat transpacifique, qu'ils avaient d'ailleurs, les États-Unis eux-mêmes, Donald Trump, soutenu. Le départ lancé par Trump avait été perçu de manière extrêmement négative par les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc là, on a un retour, mais le retour que font les États-Unis se fait
se fait vraiment clairement contre la Chine, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre économique de l'Indo-Pacifique, il n'y a pas la Chine. Donc on a vraiment cette tension entre la géopolitique et l'économie. Monsieur Ching Tong Liu, justement, la Malaisie, vous le disiez, essaye d'avoir cette stratégie de non-alignement. Donc vous avez des investissements de sociétés américaines et vous êtes en même temps le premier partenaire, enfin votre premier partenaire commercial, c'est la Chine. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de la Chine? Malaisie n'a pas peur, n'a peur de personne. Mais nous sommes inquiets de ce monde qui va devenir bifurqué, puisque nous sommes sur les deux côtés. La Malaisie représente 7% du commerce des semi-conducteurs, 30% des commerces de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc le commerce des semi-conducteurs, dont 23% viennent via la Malaisie. Donc nous sommes très liés à l'économie américaine. En même temps, nous sommes très liés à l'économie chinoise. You're much closer to China, geographically. Vous êtes beaucoup plus proche de la Chine au niveau géographique. Nous ne sommes pas nécessairement plus proches à la Chine, puisque beaucoup de ces flux commerciaux finissent aux États-Unis. Par exemple, le commerce de semi-conducteurs, beaucoup de ces flux arrivent en Chine, ils passent par la Malaisie, ils finissent en Chine, et après ils sont vendus aux États-Unis. Donc les liens sont effectivement assez forts. Maintenant, le défi, c'est que la technologie chinoise a développé trop vite, très très vite. Par contre, les États-Unis ont un problème pour acheter, pour consommer ce qui est produit en Chine et en Asie. Ils ont un problème de trésorerie. Et puisque la classe moyenne aux États-Unis pense que les États-Unis vont rester le consommateur et le comparateur des produits, est maintenant mise en question. Et je pense que c'est là que l'économie chinoise et l'économie de l'Asie du Sud doivent être repensées. La Malaisie nous voulons être une économie avec une classe moyenne. Actuellement, les classes pauvres sont plus importantes pour les classes moyennes. Nous voulons augmenter la taille de notre classe moyenne et nous voulons que ce soit le cas en Asie du Sud-Est également. Avec une classe moyenne plus importante, nous deviendrons un marché, pas seulement un producteur. Ça, c'est le cadre que nous devons changer. Nous devons faire en sorte que l'Asie du Sud soit plus prospère, puisqu'on ne pense plus qu'à seulement vouloir vendre aux États-Unis. Lorsqu'on parle des tensions militaires de la Chine, comment la Malaisie réagit-elle? Ou avec les îles Spratly, justement. Est-ce que vous vous sentez menacé par la Chine parfois? It is important that we... Nous devons nous engager avec la Chine. Ce n'est pas la seule question où nous avons des relations avec la Chine. Et il y a tout un panier de problématiques avec lesquelles nous devons parler avec les Chinois. Ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une influence sur les Chinois. Ils doivent se rendre compte que la mer méridionale de la Chine n'est pas une zone de concurrence entre les États-Unis et la Chine. Nous espérons que nous allons pouvoir les convaincre de cela. Mais deuxièmement, même si les Chinois viennent à la mer méridionale de la Chine comme une concurrence entre les États-Unis et la Chine, ils doivent se rendre compte que le voisin, le différent avec le voisin, ne doivent pas être le défi principal. Ils doivent séparer les défis. Le problème maintenant, c'est que actuellement en Chine, les Chinois perçoivent que tout ce qui concerne la mer méridionale est lié à la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Ils doivent faire un découplement entre ces différents territoires entre la Chine, Malaisie, entre la Chine et Philippines et Chine et Vietnam. Ils doivent différencier ces différends entre cela et la concurrence entre la Chine et les États-Unis, puisque sinon, cela peut avoir un impact sur le Taïwan également. Tout cela est mêlé. Sur cette idée de découplage, parce que ce sont les États-Unis quand même qui ont mis en place une stratégie de containment, comme on dit en anglais, hein, donc d'endiguement de la Chine. Et on le ressent justement dans cette zone. Et là, justement, Monsieur le ministre dit non, il ne faut pas justement s'intéresser, il n'y a pas de containment, il n'y a pas d'endiguement. Il faut regarder pays par pays. Donc vous, comme acteur économique,
Alors, les États-Unis ont fait ce qu'ils appellent le Pacific Tilt, donc le pivot vers le Pacifique, qui est la politique essentielle des États-Unis. Et c'est une politique qui a 3 niveaux, militaire, économique et diplomatique. Sur le plan économique, le réengagement dont on a parlé. Sur le plan militaire, un redéploiement aux Philippines notamment, mais pas seulement, et surtout dans toutes les îles du Pacifique avec l'Australie, où il y a une concurrence très forte avec la Chine, de façon à reprendre l'influence sur chacune de ces petits pays, les îles Salomon, Fidji, Samoa, etc., la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les Chinois étaient en train de prendre des positions fortes et les Américains et les Australiens sont en train de revenir de façon à reprendre non pas le contrôle de ces pays, mais l'influence sur ces pays, notamment pour qu'à l'ONU, ils soient alignés aux États-Unis et non pas à la Chine. Et sur le plan économique, le découplage est nécessaire parce que c'est la zone de croissance. Donc les Américains investissent beaucoup au Vietnam, ils investissent beaucoup en Inde. Et le Moyen-Orient, alors est-ce que le Moyen-Orient est de l'Indo-Pacifique ou pas, ça dépend des définitions, comme vous l'avez rappelé au début, mais c'est là où il y a des investissements. Et l'Indonésie, qui est un pays dont la croissance est spectaculaire. L'Indonésie est en train de devenir le pays puissant en Asie du Sud-Est et sort un petit peu de son sous-développement qui a été très fort pendant très longtemps. Donc oui, il faut qu'il y ait découplage, mais ça reste la zone de tension, mais les entreprises aujourd'hui ont l'habitude de vivre dans la crise permanente. Les pays ont l'habitude de vivre dans la crise permanente, puisqu'on est en crise successive qui se superposent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on arrête. Et donc l'investissement va continuer partout. Il n'y a qu'en Chine où l'investissement étranger est en train de se stabiliser, mais là c'est pour une raison domestique, c'est-à-dire que le pouvoir en Chine, Xi Jinping, a décidé de procéder à une égalitarisation de la Chine. Et donc quand les étrangers se plaignent d'être maltraités en Chine, en fait c'est pas vrai, c'est pas les étrangers en particulier, c'est l'ensemble du business. Xi Jinping a décidé que le business devait être soumis au parti. Et donc le business privé est aujourd'hui contrôlé en Chine. Du coup, l'investissement international, qu'il soit français, qu'il soit allemand ou américain, bien sûr, s'est stabilisé en Chine et va avoir tendance probablement à la décroissance, mais restant à des niveaux où le stock est très fort. Mais c'est important de comprendre que c'est là une vision politique de Xi Jinping qui souhaite contrôler le secteur privé, et d'ailleurs a repris le contrôle de toutes les boîtes de tech, les unes après les autres, en remplaçant les leaders charismatiques, historiques, fondateurs, par maintenant des leaders beaucoup moins connus et très contrôlés. C'est bon ou mauvais pour la croissance chinoise ? C'est a priori, du point de vue de pays libéraux et économie libérale, c'est mauvais. Il serait logique que la croissance chinoise soit moins efficace dans le futur, à partir du moment où le régime d'État est moins pro-entreprise. Et d'ailleurs, on le voit du coup, les investissements étrangers, en tout cas, sont aujourd'hui en pause sur la Chine. C'est ce qu'on peut tous espérer, parce que si la Chine continue à grandir aussi vite qu'avant, elle va continuer à grandir. Le problème, c'est pas qu'elle continue à grandir, c'est est-ce qu'elle sera sur la même pente que ce qu'elle avait avant, c'est-à-dire du 6 à 10%, ou est-ce qu'elle va être sur une nouvelle pente de 3 à 5%. Ce qui est le cas aujourd'hui. On est plutôt. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui fait une différence absolument gigantesque, puisque les États-Unis ont eux-mêmes 3%. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de rattrapage de la Chine sur les États-Unis. Denis Barrier, alors vous investissez beaucoup dans les technologies. Est-ce que ce contexte géopolitique a un impact sur vos choix ? En fait, c'est une région extrêmement... Enfin, on a parlé du découpling. C'est assez intéressant parce que c'est peut-être la région où on a considéré qu'elle n'est pas forcément en découpling et qu'il n'y a pas forcément à choisir entre la Chine ou les États-Unis. Et donc, pour plusieurs raisons. D'abord, on parlait de la sécurité. Les alliances militaires qui existent, enfin, chacun choisit un petit peu son camp ou son tropisme, mais ne sont pas aussi fondamentales que dans d'autres régions du monde. En fait, et finalement, c'est une région où aujourd'hui, il n'y a pas de guerre, alors que, par exemple, même en Europe, il y a une guerre qui est pas loin. Et puis, on parle aussi de la Chine avec Taïwan, mais historiquement,
quel est le pays, quand est-ce que la Chine a déclaré la guerre à un pays dans son histoire? Eh bien, pas souvent. Donc, effectivement, il y a des tensions pour un certain nombre de raisons, mais ça reste effectivement, en tout cas, raisonnable du point de vue d'un investisseur. Je dirais c'est un risque. Donc, et quand on parlait de la population, il y a une population chinoise forte. On disait qu'à Singapour, le mandarin devenait une langue de référence. Et à la fois, on voit les États-Unis qui investissent énormément sur la supply chain. Donc, effectivement, ils veulent moins de supply chain en Chine. Et donc, une des zones pour faire leur supply chain, et notamment peut-être, c'est l'Asie du Sud-Est, en même temps qu'eux-mêmes, en Chine, automatisent totalement la supply chain, parce qu'ils ont des soucis de pyramide des âges, où la population devient âgée. Donc, ils sont essayés d'automatiser le plus totalement possible en Chine, investissent, et la Chine, par exemple, pour ses moteurs, ses véhicules électriques, avec Singapour, avec la zone qui se développe le plus, qui fait l'Indonésie, qui fait 270 millions d'habitants, eh ben, on fait une zone de construction et investit fortement, de même qu'on demande, nous, quand il y a des exportations, de créer de l'activité. Donc c'est assez mixte, c'est ni d'un côté ni de l'autre, et forcément, il y a des tensions, mais du point de vue de l'investisseur, compte tenu de la croissance, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Françoise Nicolas, alors l'Indo-Pacifique peut-il être un artisan de l'équilibre mondial? Il y a quand même, on parle de tension, mais il y a tout de même cette question de Taïwan. Xi Jinping qui en parle à chaque fois. On ira militairement dans 5 ans. Enfin, ça se rapproche quand même, en tout cas dans le discours. Donc juste à ce moment-là, il pourrait tout de même y avoir une guerre. Peut-être que les États-Unis pourraient être entraînés même dans cette guerre. On ne parle même pas de la Corée du Nord, parce que là aussi, c'est très souvent qu'il y a des menaces de nucléaire. Les Japonais ont même des abris. Enfin, donc ces tensions-là entre la Corée du Nord et tout ce qui se passe autour de Taïwan avec la Chine, c'est quand même pas négligeable. Non, effectivement, c'est une zone pleine de tensions. Bon, alors peut-être un premier point sur le risque d'une guerre entre la Chine et Taïwan. Honnêtement, personnellement, je n'y crois pas, pour toute une foultitude de raisons, mais je pense que la raison principale, c'est que la Chine est beaucoup plus prête à engager un conflit à très bas niveau et à éventuellement reprendre le contrôle de Taïwan, mais sans une attaque militaire. Donc on va étouffer progressivement, tout doucement, mais sûrement, Taïwan pour essayer de reprendre la main sur Taïwan. Je crois beaucoup plus plausible cette hypothèse-là que l'hypothèse d'une attaque militaire. Mais bon, je serais peut-être démenti, je l'espère pas. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des tensions dans cette zone, ça c'est absolument incontestable. Cela étant, comme le disent les opérateurs dans la zone, c'est une zone de croissance. Donc, au risque de me répéter, si je veux répondre à votre question, est-ce que l'Indo-Pacifique peut être un artisan de la stabilité? Moi je dirais non deux fois. Premièrement, de mon point de vue, du point de vue d'un analyste géopolitique, l'Indo-Pacifique n'est pas un acteur. L'Indo-Pacifique, c'est un champ où se déroulent de nombreuses tensions. Alors, c'est aussi un champ où passe l'essentiel du commerce, c'est vrai. Mais ça n'est pas un acteur. Donc, de ce point de vue-là, ça ne peut pas être un artisan. Donc, je dis non sur le premier aspect de la question. Et ensuite, sur le deuxième aspect de la question, est-ce que ça peut être un artisan de la stabilité ? Pour les raisons que je viens d'expliquer, non, je ne vois pas tellement la stabilité, je vois plutôt des frictions, des tensions. Là aussi, je corrige tout de suite malgré tout en disant que si la croissance économique est un facteur de stabilité, alors oui, cette zone est un facteur de stabilité. Mais précisément, la stratégie essentiellement japonaise d'Indo-Pacifique, qui pousse ce que le Japon appelle un Indo-Pacifique libre et ouvert, ça a précisément comme objectif de garantir une stabilité dans cette zone, de garantir la liberté de navigation, etc. Donc de garantir que le commerce pourra opérer tout à fait librement dans cette zone. Et là, ça stabiliserait l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, à mon avis, si on a une perspective japonaise, on peut répondre oui. Mais autrement, si on regarde simplement ça sans aucun parti pris, ça n'est pas un acteur, cette zone. C'est juste un champ d'affrontement.
Et donc, ça ne peut pas être un facteur de stabilité. Monsieur Tchitchonglieu, pour réagir justement à ce que vient de dire Françoise Nicolas, est-ce que ça peut être une zone de stabilité, comme le souhaite en tout cas la vision du Japon, cette zone Indo-Pacifique? La zone Indo-Pacifique n'est pas un acteur, ok, d'accord. Mais l'ASEAN, qui est une organisation qui comporte 10 membres, l'ASEAN, ensemble avec nombre d'autres acteurs non alignés, peut-être le Brésil, peut-être les pays d'Amérique latine, et jusqu'à un certain point, pour certains points, certaines questions, l'Union européenne, la France, ben, ces acteurs pourraient être en mesure d'être les artisans de l'équilibre mondial. On peut entrer dans un monde où nous ne sommes plus liés à des alliances, dans le stricto sensu, mais on entre dans un monde où les pays choisissent les thèmes sur lesquels ils veulent travailler ensemble. Et on voudrait que ceci se renforce. Et donc, pour éviter les ruptures des supply chains, d'éviter que le monde se sépare. Vous voyez cela comme ça. On n'a pas beaucoup parlé de la France. C'est peut-être intéressant, vous qui connaissez bien les liens entre la France et Singapour. La France qui est aussi à l'origine de cette diplomatie, de l'équilibre dans cette région. Ça signifie vraiment quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense que l'Indo-Pacifique, c'est pas l'artisan, mais c'est l'enjeu de l'équilibre mondial. C'est là où ça va se passer. Parce qu'en fait, du point de vue américain, ce qui se passe en Indo-Pacifique est infiniment plus important que ce qui se passe en Ukraine. Malgré l'engagement américain en Ukraine, quand on parle avec les Américains, leur vrai sujet, c'est l'Indo-Pacifique, c'est la relation avec la Chine, c'est la relation avec l'Inde, c'est la relation avec l'ensemble des pays de toute cette zone. Pour nous, la France, si on part sur un petit côté latéral, on a un vrai problème aujourd'hui à Nouméa. On a une île qui est aujourd'hui déstabilisée, où on n'arrive pas à reprendre le contrôle. On a de plus en plus de gendarmes là-bas et la situation sécuritaire n'est absolument pas contrôlée. Et on voit bien, c'est un très bon exemple de ce qui se passe en Indo-Pacifique, qu'il y a une influence étrangère. Alors on parle de l'Azerbaïdjan, mais probablement un mélange de Russes et de Chine derrière, pour essayer de fondamentalement déstabiliser Nouméa et remettre en question la présence française. Et c'est vraiment réel. Il n'est pas du tout évident qu'on arrive à reprendre le contrôle réel de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit à quel point cette tension à travers toute cette zone qui est immense, qui est la plus grande du monde et la plus peuplée, et qui aujourd'hui elle est les plus grosses économies. Parce que en fait l'économie mondiale, c'est l'Indo-Pacifique et les États-Unis. Vous avez là à peu près 80% de la croissance, pour reprendre la formule de tout à l'heure, si ce n'est 90% de la croissance mondiale. Donc c'est là où ça se passe. Et on voit bien ce déséquilibre pays par pays. Nous, on est très présents puisqu'on a la vision de ce qui se passe de tous les grands groupes et des gouvernements, puisqu'on les escorte dans leur stratégie pour mettre en place leur stratégie santé et sécurité. Et mettre en place nos propres staffs pour les aider dans ces domaines. Donc on voit bien la façon dont ils fonctionnent. Et aujourd'hui, cette tension existe à peu près partout. L'ASEAN, vous avez parfaitement raison, peut être un facteur de stabilisation, parce que l'ASEAN est pro-Amérique, mais assez neutre quand même. Donc c'est la zone qui peut amener, là pour le coup, un équilibre. Je partage complètement votre opinion. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on est très basés à Singapour et à Kuala Lumpur, qui est un hub très important pour nous économique. On a 500 staff à Kuala Lumpur, on a fait notre regional headquarters. Mais on voit bien qu'on est dans une période de transfert total, où les équilibres géopolitiques sont en train de changer. Sur Taïwan, moi je partage la même opinion, qui est de dire que les États-Unis attaqueront probablement pas que la Chine n'attaquera pas Taïwan, mais en revanche une possibilité de incompréhension
entre la flotte américaine et les Chinois est quelque chose qui peut arriver à tout instant et dont les conséquences sont quand même très très difficiles à mesurer. Et c'est plutôt là, je pense, qu'il y a un risque, et je pense que le risque là, par contre, est réel. Et là, ça remettrait quand même en question et la croissance et l'équilibre s'il y avait un conflit autour de Taïwan. Regardez, l'Ukraine ne remet pas en question la croissance européenne. Enfin, ça a un impact sur la croissance européenne, mais ça n'a pas complètement remis en question la croissance européenne. Ça dépendrait des États-Unis, la réaction des États-Unis. Enfin, en revanche, c'est vrai que s'il y a un vrai conflit et des sanctions américaines sur la Chine, là, on rentre quand même dans un domaine économique peu contrôlé. On n'y est pas parce que clairement les Américains ne le veulent pas et il semble que les Chinois ne le veulent pas non plus. Non. Il y a une vraie reprise des relations entre les Américains et les Chinois. On est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Non, oui, si je peux me permettre. Non, effectivement, je suis assez d'accord que s'il y a un conflit, vraisemblablement, il sera le résultat d'une erreur, d'un accident, d'un incident. Mais ça aurait un impact immédiat et colossal sur la croissance économique mondiale, sur les échanges mondiaux, parce que c'est vraiment dans cette zone, par cette zone, à travers cette zone, que passe l'essentiel du commerce. Donc là, contrairement à l'Ukraine, je pense que l'impact serait beaucoup plus fondamental, beaucoup plus fort et beaucoup plus immédiat. Denis Barrier. Moi, je suis un optimiste. Vous êtes un optimiste. Vous êtes dans les technologies, donc forcément. Donc forcément, je suis forcé d'être optimiste. Aussi, on a parlé de la France. Donc c'est une zone où la France est très présente, où il y a effectivement un certain nombre d'îles qui, au-delà d'être agréables, donnent un espace maritime énorme. Et aussi, on a parlé d'économie, du nickel. Donc c'est aussi une zone où la France a des ressources naturelles très importantes. En Nouvelle-Calédonie en particulier notamment, voilà. Donc à partir de là, nous, on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire, on a une présence. Et puis, au niveau, effectivement, de faire en sorte que ces tensions, les tensions générales ne divergent pas trop, je veux dire que les acteurs et les pays de la zone sont aussi en train de s'y employer. C'est-à-dire qu'on voit des groupements, alors nous on est habitués à l'Europe, mais ce ne sont pas un ensemble de pays isolés. Donc il y a un certain nombre d'initiatives. Alors des gens essayent de parler des fois de monnaie commune là-bas. Donc je pense qu'on est encore assez loin d'avoir une monnaie commune, mais il y a des idées de fédération, des idées et puis des groupes pour avoir des accords de libre-échange, etc. Et donc aussi, ce n'est pas des pays séparés les uns des autres, mais un ensemble, une communauté de l'Indo-Pacifique qui s'organise. Et je pense que ça peut aider à avoir vraiment à contribuer à la stabilité mondiale, notamment aussi parce que personne n'a forcément envie de toucher à la croissance économique et de ne pas en profiter. Donc on a de la tension, mais aussi franchement des ferments pour participer et être vraiment une zone importante pour calmer les conflits mondiaux et participer à la stabilité mondiale. Monsieur Liu, est-ce que l'Union européenne pourrait être un exemple en Asie, l'Union européenne, justement, une régionalisation, mais plus intégrée? Of course, we hope. Évidemment, nous espérons que l'ASEAN sera un endroit plus prospère, que l'ASEAN va intégrer et de plus en plus devenir un marché commun. C'est ce que nous souhaitons. Bon, sur les bases de l'Union européenne, par exemple. Et c'est important également qu'à l'ASEAN, il faut qu'on change notre façon de penser, parce que pendant de nombreuses années, les entreprises américaines, européennes sont venues chez l'ASEAN et on dit, par exemple, la Malaisie vous en concurrence avec le Vietnam, avec les Philippines, avec d'autres pays régionaux. Nous, à l'ASEAN, je crois qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on est en concurrence entre nous, mais qu'on est un marché commun, mais une supply chain. Ça veut dire qu'il faut penser à créer un genre de plancher au niveau de la compétition. Il faut que qu'on fixe des règles de manière à ce qu'on ne soit pas en concurrence déloyale, par exemple au niveau des incitations, par exemple fiscales, etc. Et il faut que l'on fixe un plancher de manière à ce que
C'est sur l'environnement, par exemple. Mais il faut une nouvelle façon de penser. J'espère que les nouvelles générations de l'ASEAN... mais le message pour la France et l'Europe, c'est dans l'intérêt de la France et de l'Europe de passer plus de temps dans l'Asie du Sud-Est, de mieux comprendre l'Asie-Pacifique ou l'Indo-Pacifique, la zone Pacifique, parce qu'il y a beaucoup qui va se passer là-bas. C'est déjà en train de se passer, encore plus qui va se passer dans l'avenir. Et c'est important que l'on ait meilleur engagement de la France, de l'Union européenne. Également important que l'Union européenne et la France considèrent cette région comme un marché potentiel futur. Et donc, il est important que cette zone s'enrichisse, qu'elle soit plus riche et qu'elle devienne un marché pour le monde avec cette classe moyenne que l'on vise. Ching Tong Liu, il y a un manque d'engagement de la France sur l'Asie. La France est engagée sur la Chine, maintenant elle commence à s'engager sur l'Inde, mais globalement l'engagement français sur l'Asie est insuffisant. Et pourquoi? Parce que c'est loin de chez nous, parce qu'on n'a pas de base. Le Vietnam, au moment donné, on s'est réengagé autour du Vietnam, mais en fait le Vietnam aujourd'hui n'est pas dans l'influence française. Et donc il n'y a pas en fait c'est Singapour qui est le pays avec lequel on a le plus de contacts, 2/3 des investissements français en Southeast Asia sont à partir de Singapour. Le stock est essentiellement à Singapour. Il faut s'impliquer. Il y a peu de visites ministérielles. Quand on compare les Allemands et les Français, c'est fascinant. Il y a un ministre allemand en Asie du Sud-Est chaque mois. Il y a un ministre français en Asie du Sud-Est, au mieux chaque trimestre, probablement chaque semestre. Le niveau de l'engagement n'est pas du tout le même, donc le niveau de connaissance n'est pas le même. Et il faut qu'on l'améliore. Moi, je suis chef d'entreprise, je partage complètement le fait qu'un chef d'entreprise doit être optimiste. Il doit être optimiste mais réaliste. Mais l'optimisme, ça consiste à connaître les gens. Et il faut qu'on connaisse mieux cette région. Il faut qu'on connaisse la Malaisie, qui est un pays magnifique, mieux. Et il faut qu'on y passe du temps et qu'on y aille et qu'on ne fasse pas ça en visio. Alors, il nous reste 3 minutes 30. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a une question. 2 questions. Allô? Oui. Bonjour, merci pour ce débat. Je trouve qu'on n'a pas trop parlé de l'Inde dans la relation entre l'Inde et la Chine, en particulier en termes de tension, puisqu'on parle d'équilibre mondial. J'aurais voulu que vous développiez un petit peu cette relation. Et le deuxième aspect, c'est que je pense à ce nouveau constructeur chinois, Comac, qui va certainement, dans l'avenir, arriver au niveau des Boeing et des Airbus, et qui va faire que la région les gens vont beaucoup se déplacer dans cette région-là, beaucoup plus que ce qu'on peut penser, puisque quand même c'est une région très peuplée, et ça risque de développer énormément le commerce aussi. Merci. Françoise Nicolas, peut-être, vous pouvez répondre? Sur la tension entre l'Inde et la Chine, elle est réelle. Hein, et là, il y a eu vraiment des échauffourées et des victimes. Hein. Donc la tension, ça se passe dans l'Himalaya. Donc la tension, elle est réelle. Et il y a une véritable compétition entre ces deux pays, ce qui ne simplifie pas, évidemment, la coopération régionale. Et c'est pour ça qu'on voit bien que la Chine participe à certains regroupements, l'Inde participe à d'autres regroupements, mais elles sont rarement dans les mêmes instances. Donc là, c'est un autre facteur de tension régionale, c'est clair. Mais je pense que dans le débat, effectivement, on a insuffisamment parlé de l'Inde, qui est désormais un acteur important dans la région et qui, jusqu'à présent, était considéré comme vraiment marginal par rapport à l'Asie du Sud-Est, par exemple. Il y avait assez peu d'échanges entre l'Asie du Sud-Est et l'Inde, et vraiment, ça a changé depuis quelques années. On avait au départ un Look East policy de la part de l'Inde. Donc, Look East, bon, l'Inde, elle regardait un peu vers son orient qui était l'Asie du Sud-Est, mais elle se contentait de regarder. Et cette Look East policy a été transformée en Act East policy. Donc aujourd'hui, on a des liens beaucoup plus étroits désormais qui se sont établis entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Et désormais, l'Inde est beaucoup plus intégrée dans ces réseaux régionaux de production dont je parlais tout à fait au début. Et qui veut répondre sur la compagnie chinoise ? Ouais, sur le commerce chinois-français et en particulier sur les voitures, oui, c'est un débat absolument essentiel aujourd'hui. On le sait tous, les Chinois ont une capacité de production qui est supérieure à un prix inférieur, donc ils peuvent exporter. On va mettre des droits de douane. La façon d'éviter les droits de douane, c'est d'avoir des investissements directement dans les pays européens, de façon à ce que les 38-40% ne s'appliquent pas. On voit bien que les constructeurs européens y vont de façon dispersée.
Certains s'implantent en Chine, d'autres implantent les Chinois en Europe, en particulier Renault. Le jeu n'est pas encore fermé, on n'en connaît pas encore la solution, mais c'est un jeu essentiel puisque c'est l'industrie numéro 1 en termes d'emploi. Donc c'est un débat qui est absolument critique sur les mois qui viennent. Marie-Françoise, je vous fais réagir. Peut-être on prend la prochaine question et vous y répondez. Non, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Monsieur ? Oui, bonjour, merci pour ce débat passionnant. Je voudrais juste répondre, si je peux me permettre, concernant Comac. Comac, c'est un avionneur chinois qui a été installé depuis 15 ans. Et donc ça fait déjà 15 ans. Et ils ont fait tout juste certifier leur premier avion il y a 6 mois. Donc il est à penser que pour développer l'espace aérien asiatique autour de la Chine, ils mettent encore quelques décennies, puisque vous savez que l'aérospatial, c'est un domaine qui vise des économies d'échelle, et ils en sont pas encore là. Oui. Après, on sait que les Chinois, ça peut aller très vite. Marie-Françoise. J'ai juste une question par rapport à Taïwan. Vous disiez qu'il y a une foultitude d'éléments qui vous permettent de penser qu'il n'y aura pas de conflit avec la Chine. J'aimerais bien que vous développiez, parce que moi-même je suis un peu incapable avec mes étudiants de leur dire mon avis qui est à peu près le même, mais j'arrive pas à l'argumenter. Donc si vous pouviez me donner des éléments, je vous en serais gré. Merci beaucoup. Marie-Françoise, peut-être. Oui, je vais vous répondre, mais je vais d'abord donner la parole à Marie-Françoise, si vous voulez parler de Comac. Merci, juste un mot sur Comac. L'objectif, c'est que la Chine soit moins dépendante des produits étrangers. C'est pas tant de développer des voyages qui sont déjà très très importants que de développer une industrie domestique qui pourra faire la concurrence à l'industrie étrangère. Et vous ? Alors, sur Taïwan, et pourquoi je pense qu'éventuellement la Chine n'enverra pas demain. Alors, la foultitude, le détroit de Taïwan, il est certes pas très large, mais quand même, c'est assez large. Un débarquement, on est bien placé pour le savoir, c'est pas facile. En plus, le détroit de Taïwan, il y a tout un tas de courants, semble-t-il, je ne suis pas une grande technicienne, mais c'est ce qu'on m'a raconté, et qui rendrait justement un débarquement assez compliqué. Après, il y a d'autres éléments plus politiques qui pèsent aussi. Actuellement, je pense que Xi Jinping a un peu autre chose en tête. Il a un peu d'autres problèmes au niveau local, au niveau domestique, et donc je ne suis pas sûre du tout que ça soit la priorité. Donc voilà, ça fait deux éléments ou deux facteurs qui me laissent penser que ce n'est pas pour demain. Marie-Françoise Renard, vous concluez rapidement. Alors très rapidement, comme on l'a vu, l'Indo-Pacifique n'est pas un acteur, donc ce n'est pas l'Indo-Pacifique qui peut développer une stratégie. En revanche, sur l'espace Indo-Pacifique se croisent les tensions qui viennent de pays du monde entier, et donc la stabilité et la paix dans l'Indo-Pacifique est justement ce qui va impacter le monde entier et dont dépend la stabilité du reste du monde. Merci beaucoup Marie-Françoise, Françoise Nicolas. Merci à vous Ching-Tong Liu, Arnaud Vessier, Denis Barrier. Merci à vous tous et bonne soirée.